Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse bouddhiste. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce matin Jack Canfield, l'un des principaux enseignants du bouddhisme aux États-Unis. Pratiquant depuis plus de 40 ans et psychologue, sa présentation laïque de la méditation a ouvert la voie à des milliers d'Occidentaux. On lui doit notamment l'introduction du bouddhisme Theravada en Occident. Nous allons revenir plus en détail avec lui sur ce parcours très riche. Quelle est alors son approche du bouddhisme? Comment a-t-il vécu ses différentes rencontres avec les grands maîtres? De quelle manière, concrètement, intègre-t-il la psychologie occidentale à la pratique du bouddhisme? Posons sans plus attendre toutes ces questions à notre invité. Jack Canfield, bonjour. Pleased to be here. Alors, je viens de vous le dire, vous êtes aujourd'hui un des principaux enseignants du bouddhisme aux États-Unis. Vous êtes également psychologue. Vous avez été ordonné moine auprès d'Ajahn Chah, c'est en Thaïlande. Nous allons revenir plus en détail sur cet épisode. Et vous avez publié également plusieurs ouvrages, dont Bouddha, mode d'emploi, chez Belfond. Merci d'être avec nous. Very happy to be here. Je suis Avant très de heureux d'être là. revenir plus en détail sur ces différentes étapes de votre parcours de bouddhiste, j'aimerais que vous nous parliez de votre enfance, qui a été très importante, je crois, justement, dans votre choix ensuite d'aller vers le bouddhisme, et notamment le bouddhisme Theravada. Ce qui m'a fait aller vers le bouddhisme, c'était vraiment la difficulté et la souffrance que j'ai rencontrée dans ma famille. J'ai commencé à l'université où j'ai suivi une éducation sur les sciences et la philosophie, mais personne ne m'avait appris à gérer la douleur intérieure qui venait d'un père violent, paranoïaque. Personne ne m'a jamais appris à gérer mes émotions ou à voir ce qui pourrait avoir de la valeur dans ma vie. C'est comme si l'éducation était incomplète, à moitié complète. Alors j'ai commencé à lire sur le bouddhisme et j'avais un professeur de bouddhisme et je me suis dit, mais ça parle de la souffrance et cela enseigne aussi la compassion et la transformation des difficultés. Et alors j'ai été très intéressée. Vous avez donc décidé de vous rendre dans des pays orientaux, notamment en Thaïlande. Comment est-ce que tout cela s'est passé, Jack Canfield ? Après que j'ai eu mon diplôme aux États-Unis, c'était à l'époque de la guerre au Vietnam, et je ne voulais pas partir pour tuer des gens, donc j'ai demandé si je pouvais m'intégrer au Peace Corps et s'ils pouvaient m'envoyer dans un pays bouddhiste. Donc j'ai été envoyée en Thaïlande et j'ai vécu sur le bord du Mekong avec une équipe médicale pendant 2 ans, et j'ai cherché là un maître bouddhiste, et j'ai entendu parler de ce maître de la forêt qu'on appelle Ajahn Chah. Alors racontez-nous justement cette grande rencontre. Donc j'ai rencontré une personne qui m'a dit, tu sais, il y a un maître très spécial, Ajahn Chah, et j'ai un ami thaïlandais qui m'a emmené dans la forêt profonde où il était assis sur un banc en bois où il rencontrait les gens, et il avait ce rire magnifique. Vous savez, lorsque les gens vont voir le Dalai Lama, ils ne vont pas seulement parce qu'il est ce maître, ce lama tibétain extraordinaire, ou parce qu'il porte en lui toute la tragédie du Tibet. Je pense qu'ils vont le voir aussi parce qu'il est tellement joyeux et ils adorent l'entendre rire. Et Ajahn Chah avait le même cœur sage avec ce magnifique rire. Et lorsque j'ai rencontré cet homme, je me suis dit, eh bien, c'est vraiment quelqu'un de qui je voudrais apprendre. Même si lui aussi avait traversé des tragédies dans sa vie, mais son cœur et son esprit étaient vraiment libres. Vous avez donc été séduit d'une certaine manière par sa personnalité et vous avez décidé aussi donc de prendre les vœux de moine auprès de lui. Ça a été un moment très fort, j'imagine. Quel souvenir est-ce que vous en gardez ? Quand j'y repense, il y avait quelque chose de vraiment magique parce que c'était au milieu de la jungle, de la forêt très tranquille où on pouvait parfois voir des animaux sauvages, des dindes sauvages. Et il était assis au milieu très paisiblement et de nombreuses personnes venaient lui rendre visite et il riait. Et il était très avisé, très sage et avec un cœur très bon. Et vraiment, j'avais envie d'apprendre de lui. Jack Canfield, c'était un engagement très fort de prendre ses vœux de moine. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Lorsque je suis devenu un moine, eh bien d'abord j'étais très heureux, mais aussi très curieusement, c'était un sentiment très familier, un petit peu comme si je l'avais fait de nombreuses fois auparavant. Qui sait si c'est vrai, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un petit peu comme d'aller au marché ou d'aller dans un endroit que je connaissais déjà. Et lorsque la cérémonie s'est déroulée, eh bien j'ai vraiment senti que maintenant j'avais une vie intérieure alors que je m'étais focalisée sur la philosophie et les sciences jusqu'à présent. Et maintenant, je pouvais vraiment me focaliser sur mon propre esprit, mon propre cœur. Et j'étais vraiment heureux de voir que dans ce lieu, il y avait beaucoup de gens qui comprenaient comment développer la compassion et la sagesse à l'intérieur. Donc j'étais très heureux. Ça n'était pas très facile, l'entraînement, en fait. Je pensais que ça allait être délicieux et facile, mais d'être assis avec mon propre esprit, avec mon histoire, avec mes difficultés et mes douleurs. J'ai un très bon ami, une amie qui est écrivain aux États-Unis, et elle dit « Mon esprit est un peu comme un mauvais voisinage où je n'aime pas me rendre seule ». Alors c'était vraiment très bien qu'il y avait d'autres moines et d'autres personnes qui m'apprenaient à rester avec ma confusion, avec ma peur, avec mon anxiété. Et lorsque je l'ai appris, j'ai appris à être avec cela, alors j'ai décidé de revenir. Et lorsque je suis revenue, j'étais encore dans mon habit de moine en pensant que j'allais pouvoir vivre comme ça en Occident, mais en 72, il n'y avait aucun temple, aucun centre. Ça n'était pas vraiment bien accepté. Donc j'ai décidé d'étudier la psychologie et que cela peut-être me permettrait justement de procéder à une intégration et d'intégrer ce que j'avais appris en Orient. Donc, après avoir étudié la psychologie, vous décidez de fonder l'Insight Meditation Society. À quoi correspondait cette structure? Pourquoi est-ce que vous vouliez la créer, Jack Canfield? Il y avait des gens que j'avais rencontrés et aussi d'autres collègues, des amis comme Joseph Goldstein, Salzberg, qui étaient entraînés à cette méditation Vipassana en Inde. Et beaucoup de ces amis m'ont demandé « Est-ce que tu veux nous enseigner ?» Donc, nous allons commencer à nous rendre dans des écoles ou dans des camps où nous pouvons enseigner. Mais après, nous nous sommes dit au bout d'un moment qu'il serait préférable d'avoir un lieu calme où nous pourrions enseigner régulièrement. Et donc, il y avait aussi un monastère catholique avec une nonne catholique qui nous avait suggéré de parler à un évêque et qui pourrait peut-être nous aider à acheter une propriété qui était vide. Et c'est ce qui nous a permis d'acheter un magnifique monastère. Et nous avons invité nos amis à venir apprendre la méditation. Et en fait, ça a eu un succès. Il y a eu énormément de gens qui sont venus immédiatement et nous avons pu offrir ainsi à ces personnes, dans un style américain, tous les enseignements que nous avions appris en Thaïlande et en Inde. Ensuite, vous décidez de fonder un deuxième centre, c'est le Vipassana Spirit Rock Center. Est-ce qu'il est fondamentalement différent du premier, ou est-ce que les buts étaient les mêmes finalement? Oui, c'est quasiment la même chose, mais le centre de Spirit Rock est près de la ville de San Francisco et donc c'est assez intégré. Nous y effectuons des retraites en silence, mais nous avons aussi des programmes pour les parents et les enfants ou des programmes pour les docteurs et les guérisseurs et les gens qui sont dans la relation d'aide, aussi dans le monde des avocats et nous essayons de rendre ces enseignements magnifiques de pleine conscience et de centrage disponibles à toutes les personnes dans leur vie quotidienne. Donc, ça sert les deux objectifs, à la fois des retraites en silence et aussi donc dans la vie courante. Alors, vous venez de l'évoquer, la notion de pleine conscience est au cœur de vos enseignements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Quelle est sa spécificité? Donc la pleine conscience, c'est la capacité à pouvoir s'établir dans l'instant présent et à vivre dans l'instant présent. Souvent, lorsque nous marchons dans la rue, nous pensons à l'endroit où nous nous dirigeons ou d'où nous venons et nous ne voyons pas les visages des personnes que nous croisons, nous ne voyons pas les boutiques, nous ne voyons pas la luminosité du coucher de soleil. Donc d'être en pleine conscience, c'est de revenir au présent tout d'abord et puis ensuite d'être équilibré, d'avoir une forme d'ouverture où nous ne sommes ni dans une suractivité ou dans une sorte de peur, mais au contraire à l'aise dans l'expérience et où nous pouvons répondre avec un cœur gracieux plutôt que de lutter ou d'éviter. Alors, ce qui a fait également la renommée de vos enseignements, c'est la technique RAIN. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et pourquoi elle peut aider les gens? En quoi elle peut les aider?
La technique du RAIN est dans exactement la pratique de la pleine conscience. C'est de reconnaître ce qui est présent. Donc, lorsque on enseigne, par exemple, la pleine conscience aux enfants, parce que c'est très courant aux États-Unis, donc tout d'abord, c'est de s'arrêter et de reconnaître de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est de la tristesse ou de la confusion ou une irritation? Et dès qu'ils peuvent nommer qu'il s'agit de confusion, eh bien déjà, il y a une sorte d'aise qui s'établit. Et puis, la deuxième étape, car il y a 4 étapes, la deuxième étape, c'est l'acceptation. Parce que si nous sommes dans la peur ou l'irritation, nous voulons le nier ou nous en débarrasser. Mais au lieu de cela, dans la pleine conscience, nous pouvons accepter que la confusion est ainsi et la tristesse est ainsi. Et ensuite s'établit un espace, une sorte d'aise et même peut-être une compassion. Et puis la troisième étape, c'est l'investigation qui correspond au I. C'est donc de regarder plus profondément. Et si par exemple vous êtes en colère, vous pouvez être très réactif ou vous pouvez remarquer que de façon sous-jacente, sous la colère, il y a souvent une blessure ou une déception ou une peur. Et lorsque vous regardez encore plus profondément sous la colère et que vous voyez cette blessure, alors vous pouvez sentir que cela vous fait peur ou vous blesse et à ce moment-là, la personne va commencer à être plus intéressée à ce que vous lui dites, alors que si vous êtes simplement en colère et que vous manifestez votre colère, il n'y aura pas de communication. Et puis ensuite, c'est la non-identification, la dernière étape, de ne pas le prendre personnellement, donc de ne pas en faire toute une histoire en se disant « tout le monde m'en veut ». Et ce genre d'attitude nous fait souffrir énormément, alors que si on se dit qu'il s'agit de la condition humaine, de la nature humaine, et de ne pas le prendre si personnellement, alors notre cœur va être beaucoup plus gracieux et nous allons prendre les choses de façon plus facile, aisée et paisible. Pour conclure cette émission, Jack Canfield, est-ce que vous avez le sentiment que le bouddhisme est en train d'évoluer en Occident? Est-ce que l'approche des Occidentaux est différente selon vous? Ça change toujours le bouddhisme lorsqu'il arrive dans un nouveau pays. Et je pense qu'en Occident, ça devient beaucoup plus disponible pour les laïcs et pas seulement dans les monastères. Donc ça peut s'intégrer au sein de la vie des gens. Et puis ça intègre aussi cette dimension de bonté et de compassion bienveillante, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise estime de soi ou de haine de soi souvent en Occident. Et donc ainsi, il y a cette dimension féminine peut-être qui va pouvoir se développer, alors qu'en Asie, c'était souvent, comme dans le Zen par exemple, des patriarches. C'est quelque chose de beaucoup plus, une forme beaucoup plus masculine qui s'était développée ici. Donc peut-être est-ce que ça peut être quelque chose de beaucoup plus maternel, de beaucoup plus féminin qui va pouvoir se développer et qui rendra les choses beaucoup plus disponibles au monde moderne. Qui plus est, la dernière chose, c'est qu'il y a maintenant l'impact des neurosciences, de la neuroplasticité qui vient justement de l'entraînement à la compassion et à la pleine conscience, qui fait que l'on peut réaliser que quel que soit notre métier, que ce soit l'éducation ou légal ou politique, ça peut être intégré. Merci beaucoup, Jack Canfield, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine donc, pour la suite de cet entretien. Thank you very much. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Bouddha, mode d'emploi, publié chez Belfond. En s'appuyant sur les expériences de ses nombreux étudiants et sur son propre parcours, Jack Canfield nous propose des solutions pour tenter de faire face au conflit, à l'angoisse ou encore au désespoir. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, publié chez De Buck. Vous y trouverez dans un langage simple des conseils pour pratiquer la méditation en pleine conscience afin d'enrichir et de mieux équilibrer notre vie. Cet ouvrage, basé sur le célèbre programme de réduction du stress de Jon Kabat-Zinn, nous explique ce que la méditation peut nous apporter et comment l'atteindre. Et enfin, pour terminer, un très joli conte initiatique de Frédéric Lenoir, L'âme du monde, publié aux éditions du Nil. Pressentant l'imminence d'un cataclysme planétaire, 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent dans un monastère perdu des montagnes tibétaines pour transmettre à Tenzin et Natina, 2 jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.